Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florestan Groux, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier-Fossoul. Vous êtes le vice-président aux politiques sportives et associatives de la métropole de Lyon. Exactement. Alors, dans une année de Jeux Olympiques à Paris, la question est évidente, mais comment il se prépare sur Lyon? Eh bien écoutez, on le prépare comme on a l'habitude de faire et j'avais eu le plaisir de vous l'expliquer notamment pour la Coupe du Monde de rugby. Les Jeux Olympiques, c'est toujours des grosses machines internationales et nous, quand on les intègre sur le territoire, on essaie de les intégrer avec les valeurs qui nous animent, avec la vision du sport qu'on a. Donc d'une part, on a ce volet quand même d'assurer la production, enfin, le bon déroulement de 11 matchs au stade de Lyon, qui est le stade qui a Dessines, qui a été renommé pour l'occasion, 11 matchs de foot, Vous n'êtes pas déçu de du pas avoir un peu masculin, plus du féminin. d'épreuves? Ben, écoutez, on voit que les JO sont plutôt concentrés effectivement autour de Paris. On n'a pas la chance de Marseille d'avoir une baie pour faire les épreuves de voile. Donc voilà, on a ce foot ball avec des belles affiches de foot féminin qui est justement un des marqueurs de notre mandat. Donc c'est intéressant de savoir que l'équipe de France va venir jouer deux fois au stade de Lyon et ça va nous permettre de faire une résonance avec toutes les actions qu'on entreprend pour la féminisation de la pratique sur le territoire de la métropole de Lyon. Et en ça, sur ce sujet-là, voilà, on a une communauté d'acteurs qui est très mobilisée. Mais J'étais vous hier auriez à aimé une un peu conférence plus. sur le droit des femmes. Ouais, écoutez, moi, je suis arrivé, si vous voulez, après que tout soit décidé. Donc, vous me connaissez. Moi, je prends la situation telle qu'elle est. Je la mets au travail pour que nos valeurs d'inclusivité, nos valeurs de féminisation de la pratique, nos marqueurs de popularisation de ces événements soient au centre de mon action. Et donc, on va relancer l'appel à projet sport inclusif et solidaire pour que les clubs qui souhaitent porter des actions autour de la place des femmes dans les clubs de sport puissent nous déposer des dossiers. On travaille aussi à essayer de rassembler les acteurs du sport féminin de manière intersportive, c'est-à-dire pour toutes les disciplines, afin de faire des échanges de pratiques, de réfléchir ensemble à comment on pourrait essayer de créer un modèle lyonnais quelque part, un modèle grand lyonnais, puisque on a la chance d'avoir quand même dans les 5 sports majeurs, en tout cas les plus médiatisés, je pense au hand, au foot, au rugby, au basket, et j'en oublie un au volley, des sports où on a des équipes au très haut niveau. Et donc on trouve que c'est intéressant, c'est assez unique en France, et donc c'est intéressant, et on essaye voilà, de commencer à dialoguer entre nous pour voir en quoi ça peut être une force motrice pour la pratique féminine sur le bassin grand lyonnais. Vous avez dit adapter un grand événement à vos valeurs. Ouais. Vous n'êtes pas spécifiquement sur des valeurs de compétition. Ça veut dire que vos politiques ne visent pas à obtenir plus de médailles? Non, pas spécialement. Effectivement, nos politiques ne visent pas à obtenir plus de médailles d'or, mais par contre, elles y contribuent. Pourquoi elles y contribuent? Parce qu'en fait, on va déployer des politiques publiques comme le programme Club Inclusif qui vise à transformer en profondeur la pratique dans les clubs de sport, les accompagner à plus d'inclusivité. Les clubs sont demandeurs, mais ils avaient besoin de ressources, d'accompagnement. Et ça, moi, sur le terrain, je l'ai entendu. Et donc, on a déployé, en lien avec le comité paralympique du sport français, ce programme Club Inclusif qui a permis à 12 clubs qui avaient envie de se former à l'inclusivité, au fait de pouvoir accueillir plus de public, de personnes en situation de handicap, d'avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc, ils ont eu 2 ou 3 journées de formation, une un petit peu généraliste, une spécifique à leur projet, et ils bénéficient d'un accompagnement pendant 6 mois pour que cette formation un petit peu théorique puisse être, comment dire, s'intégrer opérationnellement, et donc qu'ils déploient leur projet et que tout au fil de l'aventure de ce nouveau projet qui s'ouvre pour eux, le comité paralympique du sport français soit là pour les accompagner dans leur démarche. Donc, ça veut dire que votre objectif, c'est plus de participants au sport olympique, paralympique, plus de pratiques sportives, mais pas plus de médailles. Vous savez, moi je discute avec tous les responsables de clubs de très haut niveau, Marie-Sophie Obama, Vincent Ponceau, Pascal Jacquet, Assia Wada, Yann Roubert du rugby, du foot, du hand. Et ils me disent tous, pour réussir au plus haut niveau,
il faut une base de pratique sur le territoire, il faut un bassin de pratique. C'est-à-dire que nos objectifs ne sont pas concurrents. Ils le disent tous, une pyramide ne peut que se construire sur la base, juste précisément sur une base très importante. Et donc finalement, ils se retrouvent et dans notre logique, et quand on va vers eux en leur disant pour le parasport, pour le sport féminin, pour le sport, on veut créer des bassins de pratique importants sur la métropole de Lyon, ben, ils nous disent banco, parce que pour nous, c'est aussi, pour vous, c'est une manière de démocratiser, de populariser la pratique, et donc effectivement d'aller dans le sens de votre projet de société. Et pour nous, ben, une grande base de pratique, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des champions sur notre territoire. Donc je ne pense pas que les objectifs soient concurrents. À la fin, c'est quand même le nombre de médailles, puisque ce sont des Jeux Olympiques qui seront calculés. Vous espérez voir qui sur les podiums dans Non, la région lyonnaise? à la fin, ce n'est pas le nombre de médailles qui sera calculé. À la fin, c'est est-ce qu'on aura eu une belle fête populaire? Est-ce que le sport français a été transformé? Est-ce que les Jeux Olympiques vont marquer durablement Ça compte pas le nombre de médailles. la manière de faire sport sur le territoire? Les médailles, C'est que souvent, des médailles sont suivies par des les augmentations de la médailles pratique. sont des forces motrices, effectivement, et sont source d'inspiration. Et j'espère qu'on en aura de nombreuses. Moi, j'ai ma petite préférence, effectivement, qui va vers un sport que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup accompagné l'année dernière sur le volley. Le volley, j'aimerais bien que notre équipe puisse aller chercher de nouveau une médaille d'or. On a aussi des athlètes de la métropole de Lyon, notamment Mélina Robert-Michon, qui en plus s'entraîne au Parc de Paris, qui est un parc de la métropole de Lyon. Et là, c'est vrai qu'aller la voir chercher une nouvelle médaille pour ces Olympiades, voilà, elle qui en a fait de nombreuses, eh ben, ça serait vraiment exceptionnel. Donc j'espère de tout cœur qu'elle va réussir à relever ce challenge et ce défi. Et sur le nouveau sport vedette des Jeux Olympiques, le breakdance, Oui. on attendait beaucoup et il n'y a pas de candidature lyonnaise? Eh ben, écoutez, les qualifications, elles sont en cours. C'est vrai qu'on a voilà, un terreau historique que tout le monde presque connaît sur la métropole de Lyon, de savoir que ce breakdance, il est né un petit peu sur le parvis de l'Opéra de Lyon, et que les Pokémon Crew, ensuite, qui ont commencé ici, sont devenus des stars mondiales. Donc c'est vrai qu'on suivra avec attention, en tout cas, je suivrai moi aussi avec attention cette discipline. Un mot sur la Régie de l'eau. Vous êtes aussi vice-président de cette Ouais. Régie de l'eau qui a annoncé ses nouveaux tarifs Ouais. hier, avec un débat qui gonfle sur la question des familles nombreuses. Ouais. Est-ce que ce sont elles, finalement, qui vont devoir payer plus cher leur eau? C'est un faux débat, puisque la manière dont on a réfléchi la tarification, c'était comme donnée d'entrée de justement pas pénaliser les familles nombreuses. Donc on a pris ce chiffre de 180 mètres cubes qui couvre 99,5% des usagers domestiques. Donc on va accompagner les 500, 800 familles qui potentiellement seraient impactées à réduire leur consommation. Il suffit de mettre parfois quelques mousseurs, mais ce seuil de 180 mètres cubes, précisément, il a été choisi parce qu'on ne voulait pas impacter les familles nombreuses par rapport à d'autres collectivités qui ont choisi de faire des seuils justement intermédiaires. Nous, on a choisi de ne pas faire de seuil entre 12 et 180 mètres cubes parce que ça permet de couvrir l'ensemble des familles nombreuses sur le territoire. 500 à 800 familles nombreuses qui seraient concernées par ce seuil de 180 mètres cubes, donc qui vont payer leur eau 2 fois plus cher. Vous avez annoncé des mesures particulières à leur égard? Alors, c'est pas qu'ils vont payer leur eau 2 fois plus cher, hein, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que pour la consommation, au-delà des 180 mètres cubes, au-delà des sera 2 fois plus 180 cher. mètres cubes, leur part variable sera doublée. Donc oui, on aura des dispositifs spécifiques pour les accompagner Ce qui a été revenir. annoncé, c'est seulement des dispositifs sociaux en fonction des revenus, mais pas de dispositifs spécifiques pour les familles nombreuses. Bah, si vous voulez, ces usagers-là, la régie en a connaissance et peut tout à fait déployer des actions ciblées pour comprendre et les accompagner dans une consommation qui redescend en dessous du seuil de 180 mètres cubes. Donc pour ces familles-là, ce seront des mitigeurs d'eau. Bah oui, et puis effectivement, elles bénéficieront aussi du versement solidaire si elles peuvent être concernées. Donc, quand on pense un système
pour 1 400 000 Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais, sur une tarification où on a remis des principes de justice sociale très forts. Puisque aujourd'hui, la contribution de chacun des usagers va être plus juste en fonction de l'usage qu'il fait de l'eau. Avant, hier, 1 mètre cube pour remplir sa piscine était payé de la même manière que 1 mètre cube pour boire. Ça, ce n'est pas de la justice sociale, ce n'est pas la manière dont on veut faire société. Donc nous, on a remis du sens dans cette tarification. On a remis du sens avec ce seuil de 0 à 12 mètres cubes, avec cette large plage de 12 à 180 mètres cubes qui couvre l'ensemble des familles nombreuses et qui ne nous les pénalise pas, et avec quand même un seuil qui dit au-delà de 180 mètres cubes, pour 5% des usagers qui ne sont pas des familles nombreuses, sur ces 5%, il y a 0,5% qui sont des familles nombreuses, et ben, il faut revenir vers une consommation plus raisonnable. Donc vous voyez, notre progressivité, à la fois elle est vectrice de justice sociale, d'universalité, de solidarité et de sobriété. Et dans un monde où on cherche à faire sens dans l'action publique, c'est ce qu'on a proposé avec courage politique pour en résumé, de l'eau. Le premier mètre cube par mois par famille est gratuit pour les besoins vitaux. Celui pour remplir la piscine, il coûtera 2 fois plus cher. Dans un monde où la ressource d'eau va devenir très rare, il me semble que c'est intéressant qu'une collectivité envisage que des besoins vitaux soient garantis. Oui. Floris Tangrou, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.